Ok, let's go. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans le Rookscast. Moi, c'est Max, je suis kiné du sport et sportif aussi d'ailleurs. Et chaque semaine, on se retrouve pour explorer un nouveau sujet passionnant sur le corps, sur son fonctionnement, sur le sport en général ou sur quelques petits fonctionnements au niveau du cerveau. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est faire du sport en pleine santé et le plus longtemps possible. Alors avec le Rookscast, vous en saurez plus sur vous-même, vous allez mieux vous connaître et qui sait, et on l'espère, vous allez sans doute améliorer vos perfs, que ce soit à la salle, en course à pied ou ailleurs. Ok ? Alors chaussez vos baskets, on met les écouteurs et puis c'est parti. Et aujourd'hui, on va faire un petit podcast dans la continuité de celui sur l'alimentation émotionnelle qu'on a fait il y a quelques mois. Aujourd'hui, on va parler des circuits de la récompense et, entre guillemets, pourquoi notre cerveau va nous pousser à manger ce qu'il ne faudrait pas forcément. Ok ? Parce que ça nous est tous déjà un petit peu arrivé de nous lever du canapé, d'aller dans la cuisine, d'ouvrir un placard, et sans vraiment savoir pourquoi on s'est levé, on n'avait pas spécialement faim, on était bien, on avait mangé, et pourtant il y a quelque chose qui nous a amené là. Ouais, vous avez déjà l'idée là. Ou alors, vous avez passé une journée, un peu speed, réunion, embouteillage, mauvaise nouvelle, bref, tutti quanti là, le classico, et le soir vous vous retrouvez en train de défoncer la tablette de chocolat, et puis vous l'avez ouverte, et en 30 secondes, il n'y a plus rien. Voilà, et vous regardez le paquet, et puis il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Et finalement, on mange sans vraiment apprécier, comme si on était en pilote auto. Et ces situations, c'est pas forcément des signes de faiblesse. Elles témoignent pas forcément d'un manque de discipline, donc vous pouvez déculpabiliser, mais elles sont juste le symptôme d'un système neurologique qui est vieux de plusieurs millions d'années, qui est en train d'être exploité par une petite industrie qui a mis des décennies à comprendre exactement comment l'activer. Et oui, aujourd'hui, dans ce podcast, on va parler des circuits de la récompense, du circuit de la récompense, de ce dont on a entendu parler il y a des années, mais au final, on s'est jamais vraiment penché dessus. Et aujourd'hui, on vous explique tout. On va voir comment il fonctionne, comment il a été détourné, et surtout, chose importante, restez jusqu'au bout parce qu'on va voir comment le reprendre en main. On va voir dans une première partie le système de la récompense, pourquoi il existe, comment il fonctionne, etc. Deuxièmement, on va voir comment nos fameuses industries agroalimentaires ont détourné ce système pour ensuite voir le lien entre le stress, les émotions et justement, encore une fois, l'alimentation émotionnelle qu'on a pu voir par le passé. Et forcément, on vous l'a dit, on va voir vers la fin comment reprendre la main, comment recalibrer le circuit pour pouvoir avoir un petit levier, plusieurs petits leviers là-dessus. Donc première étape, pourquoi le circuit il existe ? Il faut d'abord voir pourquoi il a évolué. Parce qu'il n'est pas là pour nous faire souffrir, mais à la base, il est là pour nous faire survivre au milieu de la forêt entre deux mammouths et un tigre à dents de sabre, grosso modo. Parce que nos ancêtres, il y a quelques centaines de milliers d'années, la nourriture, elle n'était pas garantie. Et l'énergie, forcément, elle était précieuse. Donc trouver de la bouffe avec beaucoup de cale, donc des fruits bien mûrs, bien sucrés, une viande bien grasse, c'était la victoire, c'était le Graal. Avec ça, vous étiez le king. Et c'est une victoire qui méritait d'être célébrée et qui méritait d'être mémorisée pour qu'elle soit tout simplement répétée par la suite. Donc le cerveau, il a développé un système exactement pour ça, pour signaler à l'organisme que quelque chose de précieux vient de se passer et créer une motivation pour le répéter. Ce système, c'est le circuit dopaminergique, c'est le circuit de la récompense. Donc au niveau des acteurs principaux, il va impliquer plusieurs structures cérébrales qui vont travailler de concert. Et il y en a deux à retenir. Encore une fois, ça va être des termes scientifiques, donc on va pas tergiverser là-dessus, c'est pas les choses à retenir, mais c'est pour que vous ayez un petit peu la notion générale. On a l'aire tegmentale ventrale. Ouais, voilà. Vous y attendez pas, celle-là. Donc, c'est la source. C'est là que la dopamine, elle est produite. Donc, quand quelque chose de potentiellement récompensant est détecté, que ce soit un aliment sucré, une victoire sportive ou un contact affectif, l'aire tegmentale ventrale, elle libère de la dopamine. Yo, hop là. Et en deuxième acteur principal, il y a le noyau accumbens. Ça, c'est la destination. Donc, la dopamine qui est libérée par l'aire tegmentale ventrale, celui-ci au Scrabble, 14 points. Il arrive au niveau du noyau et il va créer ce qu'on ressent comme de l'anticipation, du désir, de la motivation. C'est pas exactement du plaisir. C'est plutôt l'envie d'aller vers quelque chose. Et c'est important de bien distinguer les deux. Parce que la dopamine, ce n'est pas l'hormone du plaisir. Mais c'est l'hormone du désir, l'hormone de la motivation. Ce qui va vous mettre le petit coup de pied aux fesses là.
Le plaisir lui-même, il est davantage lié aux endorphines et aux opioïdes endogènes. Donc, ce que vous allez retenir, c'est que la dopamine, elle nous fait vouloir. Les opioïdes nous font aimer, et l'industrie alimentaire, elle a appris à activer les deux, forcément, puisque comme ça, il y a plus de cash, et bref, vous avez compris le concept. Une petite métaphore, on va avoir ça comme un GPS neurologique. Quand le GPS détecte que vous êtes proche d'une destination qu'il a mémorisée comme intéressante, il commence à nous guider activement vers cette destination. Et plus on s'en rapproche, plus le guidage va s'intensifier. Et le circuit de la récompense, c'est tout pareil, grosso modo. Il mémorise ce qui est cool, ce qui est récompensant dans le passé, et il anticipe ce qui pourrait être dans le futur. Donc il va orienter notre comportement vers ses cibles. Et souvent, avant même qu'on ait capté ce qui se passe. C'est pour ça qu'on se retrouve devant cette saloperie de placard avec la plaquette de chocolat dans les paluches, alors que nous, on était bien devant Qui veut gagner des millions là, ou Question pour un champion. Et ouais, Julien Lepers, c'est au kiff. Hein. Oui. Pardon, je divague encore. Et c'est pour ça qu'on se retrouve dans la cuisine sans savoir comment on y est arrivé. Parce que notre GPS neurologique nous y a conduit. Et oui, forcément, on rebondit un petit peu sur tout ce qu'on a vu avec la neuroplasticité, etc. C'est un apprentissage par renforcement. Le circuit est aussi à la base de tout ça. Donc quand un comportement est suivi d'une récompense, la connexion avec le comportement et la récompense est renforcée. Donc c'est comme les sentiers dans la forêt dont on parlait dans le podcast précédent. Manger du sucre libère de la dopamine, le circuit se renforce et on a envie de recommencer. Donc c'est biologiquement logique, c'est tout parfait, c'est simple, le but c'est de survivre. Et c'est ce mécanisme qui a été identifié, qui a été étudié et qui aujourd'hui est exploité. Parce que des chercheurs ont scanné le cerveau de personnes en montrant des photos de nourriture, et avant même que la nourriture n'entre dans la bouche, juste en leur montrant la photo, le noyau accumbens s'activait. Donc la dopamine était déjà libérée en amont, en anticipation. Et c'est pour ça que les publicités de bouffe, ça marche, c'est pas de la faiblesse, c'est juste de la neurobio conditionnée. C'est tout. Un point et c'est réglé. Et voilà pour la première partie. Et maintenant, on va voir comment l'industrie agroalimentaire se sert de tout ça au quotidien, finalement, pour vous berner et récupérer quelques pesos. On va parler du point de béatitude. Dans les années 70-80, des technologues alimentaires ont commencé à appliquer des méthodes scientifiques rigoureuses pour formuler des produits. Un des plus connus, on en a parlé précédemment dans un podcast, forcément. Howard Moskowitz a développé une approche mathématique pour calculer ce qu'il a appelé le bliss point, donc ce point de béatitude. L'idée, c'était que chaque combinaison de sucre, gras, sel, etc., il y a un niveau optimal qui va maximiser le plaisir sensoriel et qui va minimiser la satiété. Donc, trop peu de sucre, pas assez satisfaisant. Trop de sucre, c'est écœurant, donc on arrête. Et un point précis, una formula entre les deux, où le produit, il est irrésistible et où on n'a pas envie de s'arrêter. C'est un peu « fuis-moi, je te suis » et « suis-moi, je te fouille ». Ok ? Et oui, petit big up à Tom Hanks au passage et à DiCaprio pour le film Arrête-moi si tu peux. Voilà, c'est à ça que ça me fait penser. On revient à notre podcast, pardon. Donc c'est pas une intuition, c'est juste calculé, c'est testé et c'est reproductible. Moskowitz, il a travaillé pour des dizaines de marques, que ce soit Pepsi, Campbell Soup ou d'autres, et ces méthodes, elles sont juste devenues des standards dans l'industrie. Donc aujourd'hui, chaque produit qui est ultra transformé, il est fait à succès. Et c'est le succès, il a été conçu pour que le résultat soit optimal, une optimisation à ce niveau. Et le résultat, c'est quoi ? C'est qu'on a une stimulation artificielle. Et le problème fondamental, il est là. C'est que la nature, elle a jamais produit de combinaison sucre et gras sel en même temps. Dans la nature, vous avez les aliments sucrés, qui sont les fruits, qui ne sont pas gras. Vous avez les aliments gras, donc les viandes, les noix, etc., qui ne sont pas sucrés. Donc le combo, on mélange tout là, il n'existe pas dans la nature, dans la forêt, etc. Donc le circuit de la récompense, il n'a jamais été calibré pour cette stimulation. Lui, il capte que dalle, hein. Il n'a pas de mécanisme d'arrêt face à ça. Donc quand on mange une pomme, à un moment, on s'arrête. La fibre, le volume, la satiété naturelle, ça fait leur tâche puisque c'est de là qu'on vient. Et quand on mange des chips, les chips, ça pousse pas sur les arbres à la base. Hein. Bon, aujourd'hui non plus d'ailleurs. C'est du sucre, c'est du gras, c'est du sel. La texture, elle est croquante, ça a été conçu pour stimuler un plaisir sensoriel. Et là, le cerveau, il n'a pas de signal d'arrêt efficace. C'est une stimulation pour laquelle il n'a pas évolué depuis des milliers d'années. Et ici, on retrouve le principe de neuroplasticité, mais qui est utilisé contre nous. Ok ? Puisque forcément,
quand le circuit de la récompense il est stimulé fortement et répétitivement, oui c'est ça, par des produits ultra transformés, et ben le cerveau derrière il s'adapte. Encore une fois, c'est notre petit chemin dans la forêt là. Si jamais vous avez toujours pas écouté le podcast sur la neuroplasticité, on vous invite à mettre celui-ci en pause, écouter le précédent, et puis aussi écouter celui sur les ultra transformés, sur les produits ultra transformés. Ça prendra un petit peu plus son sens, et revenir nous voir ici. Si au passage vous aimez bien déjà ce petit podcast, n'hésitez pas à laisser quelques étoiles sur la plateforme sur laquelle vous écoutez, un petit commentaire, des petites suggestions, etc., etc. Ça fait toujours plaisir. On revient au podcast. Donc on disait, c'est le circuit de la récompense. Une fois qu'il est stimulé fortement, répétitivement, il va s'adapter à cette contrainte. Mais dans ce cas, on l'a dit, c'est dans le mauvais sens. Puisque le nombre de récepteurs à la dopamine, il va diminuer petit à petit. Ok, c'est la down-régulation des récepteurs dopaminergiques. Le cerveau, il dit tout simplement, je reçois trop de signal, donc je vais réduire ma sensibilité pour maintenir un équilibre. Sauf que derrière, qu'est-ce que ça va faire? Encore une fois, c'est pas cool. Puisque pour la même quantité de produits que vous allez manger, en l'occurrence, on va prendre les chips, ben vous allez avoir de moins en moins de kiff. Et donc, il faut plus de chips pour atteindre le même niveau de kiff. Et les aliments naturels, donc une poire, une noix, une fraise, à côté, au final, ça va sembler petit à petit fade, insipide ou insuffisant. Pas parce que c'est moins bon, mais juste parce que le seuil de récompense, il a été recalibré vers le haut. Donc, grosso modo, si on peut le dire, vous vous êtes un peu fait avoir par tout ça, quoi. Et c'est exactement le même mécanisme de la tolérance dans les addictions. Il y a des études en neuroimagerie qui ont montré que les cerveaux de personnes qui consomment des grandes quantités d'ultra transformés présentent des profils d'activation dopaminergique qui sont juste similaires à des personnes qui sont dépendantes de substances. Voilà. Donc grosso modo, bouffer des chips, c'est un peu comme fumer du shit. Ouais, je crois que c'est... Bon, c'est un peu cru, mais bref, vous avez compris le concept. Il y a une étude qu'ils ont fait à l'université de Michigan, où ils ont demandé à 500 personnes de classer une trentaine d'aliments, 30-35 aliments, selon leur niveau de compulsivité. Donc, grosso modo, à quel point ils avaient du mal à s'arrêter. Et les 5 aliments en tête, ils étaient tous, je vous le donne en mille, ultra transformés. Pizza, chocolat, chips, biscuits et les glaces. Les aliments en bas de la liste, les moins compulsifs, eh ben, vous l'avez compris, étaient tous des aliments bruts. Riz brun, concombre, carottes, haricots. Et c'est juste pas un hasard, c'est ce bliss point, ce point de béatitude, et la down-régulation dopaminergique qui a été mise à l'œuvre. Donc qu'est-ce qu'on va retenir? Que les agro-industriels, ils ont bien compris comment nous vendre des chips, simplement, et que tout ça est calculé en labo. Voilà, il n'y a pas plus de secret que tout ça. Et encore, dans le podcast sur la neuroplasticité, on a vu que le stress chronique élève aussi le cortisol et va venir inhiber le cortex préfrontal. Donc c'est cette partie rationnelle, entre guillemets, du cerveau. Il y a un autre effet du stress sur le comportement alimentaire qui est moins connu. On a dit dans le podcast précédent donc, que le cortisol, qui est entre guillemets l'hormone du stress, va activer directement le circuit de la récompense. Donc ça va venir augmenter la libération de dopamine en réponse à des circuits récompensants. En d'autres termes, quand vous êtes stressé, les aliments ultra transformés deviennent encore plus attrayants au niveau du cerveau. Le signal de récompense, il est amplifié. Mais en parallèle, votre cortisone, c'est complètement autre chose. Donc le cortisol inhibe le cortex préfrontal. Donc la zone qui va venir dire attends, réfléchis, t'as pas vraiment faim, t'as pas besoin de ton carreau de chocolat, elle dit plus quoi. Donc il y a moins de frein, ça accélère, plein gaz, chauffeur appuie sur le champignon, et le résultat c'est quoi? On mange sans vraiment décider de manger. C'est fou. C'est complètement stupide. Enfin stupide, non, pardon. Mais c'est dingue. Et ça rejoint encore une fois l'alimentation émotionnelle, puisque ça, c'est un des autres mécanismes qui est super intéressant, c'est que la consommation de sucre et de graisse déclenche la libération d'opioïdes endogènes. Donc, les mêmes molécules que celles qui sont impliquées dans le soulagement de la douleur, les opioïdes créent un effet anxiolytique temporaire. Donc, vous avez une réduction momentanée du stress et de l'inconfort émotionnel. C'est biologique. Manger du sucre, ça fait moins mal, émotionnellement. C'est pour ça que le carreau de chocolat, ou qui finit souvent en plaquette de chocolat, après une journée qui était pas trop sympa, c'est pas juste une habitude, c'est une forme d'automédication neurochimique.
Et vous captez le truc maintenant, et vous comprenez le pourquoi du comment. Et c'est ça qu'on veut vous expliquer à travers ce podcast. Et tous les autres d'ailleurs. Donc c'est aussi pour ça que le manger émotionnel, il est si difficile à arrêter par la simple volonté. On lutte pas contre une mauvaise habitude. On lutte contre un système neurochimique de gestion de la douleur. C'est pas juste je mange un carreau de chocolat, c'est tout ce qui se passe dans les backstage, tout ce qui s'est passé dans la journée qui fait que on va taper dans le chocolat, dans les chips ou les M&M's ou bref, vous avez capté le truc. Le problème, c'est que ce soulagement, il est temporaire. Donc l'inconfort derrière, je vous le donne en mille, il revient. Et il est souvent accentué encore plus par la culpabilité d'avoir bouffé pour des mauvaises raisons. Et la solution disponible et immédiate, c'est de remanger pour soulager encore. Donc c'est une boucle. On est stressé, on a envie de nourriture récompensante, on consomme. On est soulagé temporairement, donc on a un retour du stress. Donc on a envie de nourriture récompensante, donc on consomme. Donc on a un soulagement temporaire. Bref, je vais pas tourner pendant 5 minutes là-dessus. Mais à chaque tour de boucle, les sentiers neuronaux de cette boucle, ils se renforcent. On continue de marcher dans la petite forêt, d'élargir le terrain et de faire de plus en plus de place à ces circuits de la récompense. Mais pas dans le bon sens. Donc l'habitude de manger pour gérer les émotions devient de plus en plus automatique et de moins en moins consciente. Encore un petit truc de science, c'est que des chercheurs ont soumis des participants à une tâche stressante. Donc c'était un test chronométré avec des critiques. Puis, ils leur ont fait le choix entre une salade et des M&M's. Et forcément, dans le groupe sous stress, 70% ont choisi des M&M's. Dans le groupe contrôle, donc sans stress, la répartition, c'était à peu près équilibré, 50-50. Donc les mêmes personnes, avec les mêmes préférences déclarées, le stress seul avait modifié le comportement alimentaire en moins de 15 minutes. Donc c'est pas de la faiblesse, c'est biochimique, c'est le cortisol. Et alors c'est bien beau tout ça. Et vous vous êtes sans doute reconnu dans pas mal de choses. Alors comment reprendre la main? Comment recalibrer le circuit? Avant de parler de solutions, on va avoir quelques petites précisions. Déjà, comprendre ces mécanismes, ça ne les désactive pas. Savoir qu'on est sous l'influence de la dopamine ne va pas supprimer le désir. Mais ça va changer quelque chose d'essentiel, c'est que ça transforme cette lutte que vous pouvez avoir contre vous-même en une lutte contre un mécanisme. Donc vous avez déjà conscience de la chose, et lutter contre un mécanisme, c'est simple, on peut avoir des stratégies. Le premier levier, ça peut être de modifier l'environnement, mais pas forcément la volonté. Donc le circuit de la récompense, il est déclenché par des signaux environnementaux. Les cues en anglais. La vue d'un paquet de biscuits sur le plan de travail, l'odeur de la boulangerie en passant devant ou la pub à la télé. Ces signaux-là, ils vont venir déclencher la libération de dopamine en amont, de manière anticipatoire. Donc avant même d'avoir mangé, c'est ce qu'on vous disait au début du podcast. Et une fois que cette dopamine, elle est libérée, le désir est là. Et il va falloir une énergie considérable pour y résister. Donc la solution la plus efficace, c'est pas de résister au désir, mais de supprimer les signaux qui vont venir le déclencher. Ne pas avoir de produits ultra transformés chez soi, déjà, c'est un énorme pas. Ça peut sembler très bête, mais si vous avez envie de chips et que vous en avez pas, vous n'allez pas pouvoir en manger. Donc ranger les aliments peu nutritifs hors de vue et hors de portée, c'est déjà très bien. Et si vous placez les fruits et les aliments sains à portée de main, ça peut être encore plus intéressant. Parce que vous n'allez pas avoir des chips, mais vous allez avoir l'impression ou l'envie de manger quelque chose, donc vous allez taper dans la pomme. Et petit à petit, l'idée, ça va être de réduire le sentier qui vous amène vers les chips. Je parle au niveau de la neuroplasticité. Et d'augmenter le sentier vers la pomme. Il y a une étude dans des cafés d'entreprise qui a montré que de mettre les sodas derrière la flotte et les jus, ça réduisait la conso de 30%. Rien d'autre, pas de message de santé, pas d'interdiction, juste la modification de l'environnement qui avait changé les habitudes des personnes. Au niveau d'un deuxième levier, on peut avoir la substitution. Le circuit de la récompense, il a besoin d'être activé. C'est un besoin neurobiologique. Donc essayer de le supprimer complètement, ça va juste générer de la frustration, de la résistance, et souvent juste l'effet rebond. Et l'effet rebond, c'est encore moins cool. Donc la stratégie qui peut être la plus efficace, ça va être la substitution. De remplacer la source de récompense, mais pas d'éliminer la récompense. L'exercice physique, par exemple, puisque c'est quelque chose qu'on adore sur le podcast, il va activer puissamment le circuit dopaminergique.
La musique aussi, les connexions sociales, l'accomplissement d'une tâche difficile, tout ce qui est nouveau. Ce sont des sources de dopamine qui ne créent pas de tolérance pathologique. Et au contraire, elles vont maintenir un circuit sensible et fonctionnel. Et en plus de ça, vous allez juste avoir des récompenses réelles et durables. Là où les éléments ultra transformés vont offrir des récompenses rapides, décroissantes et extrêmement temporaires. Ok? Si jamais, donc au lieu de taper dans la tablette de chocolat, vous allez me claquer 10 pompes ou une quinzaine de squats. Eh ouais, bah ouais, c'est ça. Et sans manger le chocolat derrière, hein. Je vous vois venir, c'est pas parce que vous avez fait 10 pompes que ça vous autorise à manger un carreau de chocolat. Levier numéro 3, ça va être la pleine conscience alimentaire. On n'en a pas encore parlé ici, mais on y viendra sans doute ultérieurement. Donc c'est une pratique qui est simple et documentée, c'est de manger sans écran, de manger sans distraction, en portant attention aux sensations, au goût, aux textures et à la satiété progressive que vous apporte ce que vous mangez. Ça peut sembler anodin, vraiment dans notre monde, mais biologiquement, à l'intérieur de votre corps, encore une fois, c'est extrêmement intéressant et c'est très significatif. Alors, la pleine conscience alimentaire, elle va activer le cortex préfrontal. On l'a dit, c'est la zone rationnelle que le stress va venir inhiber. La pleine conscience alimentaire, elle va venir ralentir le rythme d'ingestion, ce qui va venir laisser le temps aux signaux de satiété d'arriver au cerveau, puisqu'ils ont besoin de 15 à 20 minutes. Donc c'est quelque chose qui va réengager le circuit de la récompense avec des stimuli naturels. Vous allez avoir le vrai goût de ce que vous mangez, plutôt que des stimulations artificielles des aliments ultra transformés. Et ensuite, en levier supplémentaire, vous allez pouvoir avoir une recalibration progressive. Donc, on a parlé de la down-régulation des récepteurs dopaminergiques. Sachez que cette down-régulation, elle est réversible. C'est juste qu'encore une fois, elle va demander du temps. Et c'est ce qu'on vous demande bien souvent, c'est d'être patient, parce que les choses se font petit à petit. Quand on réduit progressivement la consommation d'éléments ultra transformés, les récepteurs dopaminergiques, ils vont récupérer petit à petit leur sensibilité. Un petit peu comme une cicatrice. Vous avez fait une cicatrice, la petite peau, elle est toute nouvelle, elle est toute sensible. Quand vous la tapotez, vous le sentez plus que la peau d'à côté. Et petit à petit, la cicatrice, vous allez de moins en moins la sentir. C'est la même chose. Petit à petit, vous allez pouvoir inverser cette down-régulation des récepteurs et les rendre plus sensibles pour que les aliments naturels retrouvent leur saveur. Pour qu'une fraise, là, quand vous la croquez, quand elle est juteuse, vous sentez tous les arômes, ça pétille dans la bouche. C'est comme Ratatouille quand il mange la fraise et le camembert. Non, c'était pas du camembert, c'était du comté en même temps. Vous voyez cette image-là? Si vous la voyez pas, retournez voir Ratatouille. Excellent film. Donc, un carré de chocolat noir, ça va devenir suffisant. Et il faut plus la moitié de la tablette pour atteindre le seuil. C'est un processus qui prend des semaines, à des mois en fonction des personnes. Et ça passe souvent par une phase inconfortable, phase de merde, clairement, où les premières semaines, les aliments naturels semblent vraiment trop fades. La pomme, elle a pas de goût. Mais on s'en fout. Cette phase, c'est pas un signe que ça ne marche pas. Et c'est exactement le signe que le sevrage, il opère. Donc, c'est le moment de continuer, ok? Voilà. On arrive au bout du podcast. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris 2-3 choses. Rappelez-vous juste que le circuit de la récompense, c'est pas votre ennemi. C'est juste un des systèmes les plus sympathiques de la biologie qui nous a permis de survivre, d'apprendre, de nous motiver et d'être toujours là aujourd'hui et de vous permettre, grâce à vos ancêtres et vos ancêtres et vos ancêtres, d'écouter ce superbe podcast que vous avez adoré. Donc n'hésitez pas à mettre 5 étoiles, un commentaire, vous abonner, le partager à votre frère, votre oncle, votre tante, votre pote, n'importe. Mais bref, tout ça pour vous dire que si vous êtes dans un environnement où les ressources étaient rares, où chaque calorie compte, où le sucre et la graisse c'est une aubaine rare, c'est plus le cas aujourd'hui parce que cet environnement il a disparu. Mais en revanche, le circuit lui il a pas changé. Il y a une industrie qui a appris à l'exploiter et avec une précision chirurgicale. Donc ce que vous ressentez dans la cuisine à 22h, c'est pas de la faiblesse. C'est juste votre GPS neurologique qui a été programmé par des années d'exposition à des stimuli artificiellement amplifiés. Donc, grâce à ce podcast, vous avez pu le reconnaître. Et déjà, c'est reprendre une part du contrôle. Derrière, votre rôle, ça va être de modifier votre environnement, comme on l'a énoncé dans les leviers, de trouver des sources de dopamine saines et durables, comme le sport, aller découvrir d'autres choses, tester des activités, manger avec intention et laisser à votre cerveau le temps de se recalibrer.
La neuroplasticité, on en a parlé dans le podcast précédent, elle joue ici aussi. Les sentiers qui mènent vers les aliments ultra transformés, ils peuvent se refermer. Et ceux qui mènent vers des comportements plus sains peuvent s'élargir. Pas en une nuit, pas par la seule force du mental, mais avec de la répétition, de la patience et un environnement qui travaille avec soi plutôt que contre soi. Le cerveau, il a été reconfiguré progressivement, mais il peut aussi l'être à nouveau dans l'autre sens, et c'est ce qu'on doit retenir de tout ça. Ok? On est au bout de ce podcast. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast sur les index glycémiques, si je me trompe pas. Alors n'hésitez pas à nous suivre pour pas rater ça, et on se retrouve la semaine prochaine. Allez, la bise.